Bienvenue dans Pop-Up, le podcast qui explore la scène pop belge. Aujourd'hui, on reçoit une artiste qui incarne à merveille l'authenticité et le décalé. Pépé, alias Laura, la liégeoise qui réveille la scène musicale avec sa vibe unique. Entre ses influences diverses et son univers musical aussi subtil que puissant, Pépé nous dévoile son parcours, ses inspirations et ses rêves les plus fous. Soyez prêts, c'est parti pour un nouvel épisode de Pop-Up. Salut Pépé. Hello. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien et toi ? Ça va super, on est très content de te recevoir ici dans Pop-Up, c'est vraiment un plaisir. On va pouvoir parler durant ce podcast de vraiment tout ton parcours, on va tout fouiller depuis le début. Tu as 25 ans, je me trompe ? Eh mais non, t'as raison. Tu es liégeoise. Ça oui. Tu représentes Liège aujourd'hui. Alors, ton prénom, c'est Laura. Oui. D'ailleurs, tu préfères qu'on t'appelle Pépé ou Laura en rue ? J'ai remarqué que de plus en plus, je disais à mes potes de plus m'appeler Pépé parce que de base, c'était un truc justement en formation dans les lieux où j'étais pour distinguer parce qu'il y a plein de Laura, quoi. Et donc, petit à petit, on a commencé à m'appeler Pépé et je me suis dit, mais trop pratique, en fait, comme nom de scène, je vais le garder. Et en fait, j'ai remarqué que maintenant, vu que tout le monde peut m'appeler Pépé, si mes potes m'appellent comme ça, je les regarde un peu en mode, non, mais entre toi et moi, c'est Laura, quoi. C'est un peu un mot banni comme ça ? Non, pas à ce point-là. C'est juste, ça me fait bizarre quand j'ai vraiment quelqu'un de très proche qui me présente en tant que Pépé. Parce que si on n'est pas dans un milieu musical, je suis un peu en mode, non, mais je suis Laura, quoi. Enfin, parfois, j'ai pas trop envie qu'on commence à étaler tout ce qui se passe maintenant. J'ai plus envie de savoir comment les autres vont et pas de tout mettre sur la table, quoi. Comme tu l'as dit, Pépé, c'est ton nom de scène, mais aussi ton nom de famille. En italien, Pépé veut dire poivre. Ouais. C'est bien ça. Et en espagnol, Pépé, c'est le surnom des personnes qui se prénomment José. Et ouais, on dit même José. Le petit J se dit R comme ça. Et ouais, c'est un surnom, c'est aussi un surnom en Italie en vrai. C'est un nom de famille et un surnom. En fait, à chaque fois que je vais quelque part, on me dit que dans une autre langue, ça veut dire quelque chose d'autre. Quand j'ai été du coup en Espagne, j'ai joué en Andalousie dans un café. Et pendant tout le long où je faisais le soundcheck, je voyais la personne qui m'aidait me regarder super bizarrement. Et déjà, elle m'avait demandé 5 fois, t'es sûre que sur l'affiche on met Pépé ? J'ai dit, ah oui, je vous ai montré ma page Insta et tout, je vous jure, je mens pas, quoi, c'est mon nom de scène. Et, t'es sûre ? Et je comprenais pas pourquoi. Et à la fin, il y a une meuf qui vient me trouver et qui me dit, mais est-ce qu'on t'a dit ce que ça veut dire Pépé ici ? Je la regarde un peu perturbée et du coup, elle me dit, Pépé, c'est un peu le culo et aussi la vulva. Et du coup, c'est autant le cul que la chatte. Et du coup, j'étais là en mode, ah, ok, je comprends pourquoi tout le monde pète de rire quand je dis c'est ça qu'il faut mettre sur l'affiche. Et donc, il y a eu le concert et je me suis dit, pourquoi les gens sont venus me voir ce soir ? Est-ce qu'ils sont venus parce qu'ils ont rigolé en voyant Pépé ou ils se sont dit musicalement, ça va être chouette ? Et après, ça m'a fait encore plus aimer mon nom parce que je me suis dit, en vrai, c'est une anecdote en plus à raconter et c'est toujours original. C'est sûr, et puis, c'est pas non plus tous les artistes qui peuvent se vanter d'avoir un nom aux multiples facettes comme ça. Exactement, tu dis ça très bien. C'est venu naturellement de choisir ton nom de famille comme nom de scène ? Ouais, assez. Au tout début, je voulais m'appeler Amapola parce qu'en espagnol, ça veut dire coquelicot. Et je me suis dit, oh, c'est mignon et tout. Puis au fur et à mesure, en fait, je me rendais compte que si je voulais même ne pas garder Laura Pépé en entier, c'est parce que je sentais vraiment que quand on dit Laura Pépé en entier, il y a ce côté, je suis une fille déjà. Et genre un peu jeune chanteuse pop, justement. C'est très scolaire. Exactement. Et même le côté, on va vraiment accentuer sur ma féminité. Là aussi, je prends juste Pépé et que les gens ne savent pas qui je suis quand j'arrive. Ils peuvent être un peu étonnés par le décalage. Et en même temps, du coup, se poser un peu des questions au lieu d'affirmer c'est une chanteuse pop, juste il y a peut-être plus aussi derrière ça, quoi. Donc très vite, je me suis dit c'est ça dont j'ai besoin. Tu es autrice, compositrice, interprète, 3 casquettes, c'est pas trop difficile ? Ça va encore parce que j'ai l'impression qu'elles sont quand même assez liées. Tu vois, vu que je pars justement plutôt de la composition, il y a le chant qui est arrivé avec. Mais c'est plus quand tu vas ajouter les casquettes management, booking, leader, tous ces trucs-là, ou comptable aussi. Comptable, c'est le pire pour moi. Et ça va avec le projet aussi. Et du coup, quand je suis juste du côté chanteuse, en vrai, c'est tranquille. Mais quand il y a tout le projet avec, c'est intense. On en parlait justement en off il y a quelques instants, mais tu es entourée, tu as la chance d'être aussi entourée et aidée. Mais ça, c'est nouveau. Tu vois, c'est vraiment, ça fait 6-7 mois que petit à petit, il y a l'équipe qui se construit. Et je sens la différence, ça permet vraiment de passer à un côté plus pro parce que c'est juste trop de gérer tout ça. Et quand tu gères un projet qui est lié à ta personne, avoir une équipe, ça aide à rendre le projet plus quelque chose de commun et qu'on a envie de porter tous ensemble plus loin, plutôt que juste comme si je développais mon identité personnelle, alors que
Là, musicalement, c'est plus tant ça. Pépé, c'est pas que moi, c'est aussi le band avec lequel je joue, c'est le management, c'est le producteur avec qui je travaille. Enfin, ça va être toutes les personnes qui sont autour de ce projet-là. On aura justement l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans le podcast. Tu définis ton univers comme authentique et décalé. Ouais. Quelle place ces deux termes prennent-ils dans ta musique, mais aussi dans ton identité artistique ? Je pense que le côté authentique, c'est plus le sens de je parle un peu sans filtre. Encore plus quand je suis sur scène, genre c'est comme si tu mettais off au côté les choses à ne pas dire. On met off et moi je dis tout ce qu'il faut pas dire, quoi. Donc c'est un peu malgré moi, et ça c'est limite ce que j'apprends à gérer, parce que pour justement le côté plus pro et tout, puis même parfois j'ai pas envie de me mettre à poil à chaque fois que je chante, quoi. Du coup le décalé, c'est l'air de rien, ce côté sans filtre. Je crois que parfois ça peut un peu surprendre, parce que j'ai pas grandi dans un milieu très codé, au sens de mes parents m'ont jamais dit tu dois faire telle ou telle chose pour convenir à une société, on va dire. Et où les fois ils m'ont dit de le faire, j'étais le côté rebelle qui veut pas le faire. Et donc je sais que parfois ça surprend d'avoir une personne qui reste pas tant que ça à sa place. Tes références musicales, entre autres, on peut citer Mika, oui. Céline Dion, Pink, Annie Cordy. Ça, c'est mes références, genre vraiment enfant, quoi. Okay. Et là, je me suis rendu compte ces derniers temps que j'arrivais jamais à dire plus que ça quand on me posait la question, parce que j'avais que ces CD-là, en fait, quand j'étais petite. Donc j'ai blindé écouté. Puis depuis que je suis en studio, je me rends compte que j'ai plein d'autres références que je me rendais même pas compte et que j'explorais pas tant. Et du coup, ces derniers temps, on parlait beaucoup des Black Eyed Peas aussi, puis toute la génération Jason Derulo et tout, okay. où vraiment, genre, j'adore la gestion de l'autotune dedans. Et avant, j'aurais jamais su exprimer ça sans tester les choses en studio. À 8 ans, tu vas suivre des cours de piano au solfège. Quand on a 8 ans, apprendre le piano et aller au solfège, c'est une envie ou plutôt une découverte imposée par ton entourage, tes parents en l'occurrence ? Et là, pour le coup, c'était vraiment une envie. Parce que mes parents, ils font pas de musique, ils sont pas du tout dans ce milieu-là. Et à part mon arrière-grand-père, apparemment, qui faisait de l'accordéon, genre, il y a personne qui en joue chez moi. Donc c'est juste, j'ai dit à mes parents que je voulais faire du violon. Ils ont réfléchi, ils se sont dit ok, on a un peu d'argent de côté, on va pouvoir lui acheter un violon, on peut payer les cours. L'académie, c'est vraiment pas cher, encore moins quand j'avais 8 ans, ça coûtait rien du tout. Pour une année, tu payes 80 €, enfin nulle part d'autre tu trouves ça, de pouvoir aller 7 heures par semaine quelque part et apprendre la musique à ce prix-là. Donc ils se sont dit ok, économiquement c'est faisable, donc on va l'inscrire. Puis j'étais sur une liste d'attente pour le violon, et donc j'ai commencé le solfège. Et là, moi, j'ai une chance que je suis tombée sur des profs incroyables. Genre, vraiment, souvent, quand on parle de solfège entre personnes qui ont fait la musique, les gens disent bête noire, quoi. C'est ça, on a souvent des retours négatifs du solfège. Et moi, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. J'ai eu 2 profs, des femmes qui ont été vraiment un pilier pour moi dans ma construction musicale. Et au bout d'un an, il n'y avait pas de place pour le violon. Et donc, on m'a dit, il y a une place pour le piano. Et là, moi, j'ai dit oui direct, sauf que mes parents, ils devaient réfléchir autrement, parce qu'acheter un violon, c'est genre 600 €. Acheter un piano, ça coûte très cher. Ça coûte très, très cher. Et surtout qu'à l'académie, il y avait ce truc, il faut acheter un vrai instrument. N'apprenez pas à votre fille sur un synthé, parce qu'ils disent c'est pas pareil, quoi. Donc, j'ai eu trop de la chance. Mes parents ont trouvé un super chouette piano d'occasion. Donc, il est arrivé, et puis j'ai pu commencer les cours de piano. Et ça m'a vraiment super fort formé sur ce que je fais aujourd'hui au niveau du... Je parlais de la sensibilité que cet instrument-là peut apporter, et aussi de l'ouverture que ça amène dans la voix. Donc voilà, c'était toujours une envie. J'ai voulu arrêter à un moment donné. Ils m'ont un peu poussé à persévérer, mais je les remercie aujourd'hui. Et ils ont bien fait. Ouais, vraiment. Et justement, tu parles que aujourd'hui, ça te suit encore le piano. Est-ce que quand tu étais au solfège, ça t'a tout de suite donné envie de faire de la musique plus tard ? Est-ce que ça confirmait quelque chose, une envie qui était déjà présente auparavant ? Je sais pas trop dire. Pendant longtemps, je me suis jamais dit je vais faire de la musique ma vie ou quoi, parce que déjà un truc qui me suit par contre depuis toute petite, c'est que je pense pas au futur, sauf maintenant vu qu'on me le demande et que je dois le programmer un peu plus qu'avant. Mais donc c'était juste je le fais parce que j'aime bien, et par contre je le faisais tout le temps. Genre il y avait rien d'autre qui me donnait envie. C'est je suis au solfège, j'apprends toutes les chansons, je rentre chez moi, je les travaille, et donc c'est aussi pour ça que moi, les années de solfège m'ont bien collé, on va dire, parce que j'étais une très grande bosseuse et j'adorais. C'était pas du tout une contrainte. Mais du coup, c'est pas venu tout de suite de me dire ça va être mon métier un jour. À 14 ans, tu vas commencer à composer tes premiers morceaux et à rejoindre aussi un groupe de rock. Oui. Tu es encore en contact avec ses membres ? Oui, du coup, il y a le bassiste de l'époque qui est maintenant mon ingé son. Donc, il me suit sur les dates de concert que je fais. Et on est potes. Et puis après, en fait, dans ce groupe-là, il y a par exemple le batteur qui est devenu un batteur dans plein de groupes tels que Eosine. Et du coup, on se côtoie du milieu professionnel musical, quoi, maintenant.
Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire tes premiers morceaux ? Est-ce que le piano en est pour quelque chose ? Je pense que oui. L'académie où j'allais, elle était juste à côté de mon école secondaire. Donc j'allais souvent directement de l'école à l'académie, mais avec parfois 1 ou 2 heures d'attente. Et pendant ces 1 ou 2 heures d'attente, je jouais au piano dans une petite salle de répète. Et petit à petit, vu que j'avais pas toujours mes partitions, enfin j'avais déjà appris mes partitions, au bout d'un moment je me disais je m'ennuie sur celle-là, j'ai envie de faire quelque chose de nouveau et j'ai commencé un peu à composer de cette façon-là. Le fait d'écrire, c'était un peu comme un journal intime pour toi, tu mettais toutes tes pensées sans forcément les partager ? Ouais, et heureusement que je les partageais pas parce que vraiment c'était nul. Genre je suis retombée sur certaines chansons, il faut pas les sortir et c'est resté vraiment un truc où ça m'a plus fait développer de la musicalité, je veux dire. Mais au niveau des textes, déjà, à un moment donné, je me disais, je vais écrire en anglais, alors que je sais pas parler anglais. Enfin, là, ça va, mais à ce moment-là, ça n'allait pas du tout. Et ça a juste donné des textes vraiment pourris, quoi. Mais par contre, l'exercice en lui-même, ça m'a formé, à mon avis, pour la suite, et ça a aidé à un peu débloquer des mécanismes d'écriture. Donc, ça a posé les bases. C'est ça, c'était un entraînement. En 2020, tu vas sortir ton premier single, Les Coquelicots, qui compte près de 20 000 streams sur Spotify. Ah ouais. Ah, t'étais pas au courant ? Ah non, je n'étais pas au courant. On te l'apprend aujourd'hui. Et c'est pas le seul chiffre qu'on va t'apprendre aujourd'hui. Okay. C'est un titre qui représente une ode aux femmes mêlant bienveillance et poésie. On va s'écouter un tout petit extrait. Si je te déracine, tu n'auras pas bonne mine. Et si tu t'enracines, ta beauté restera digne. N'aie pas peur, petite fleur. J'ai bien compris que ta place est ici. Si je te déracine, tu n'auras pas bonne mine. Et si c'est un titre qui est rempli de subtilité. Quel message voulais-tu faire passer derrière ces paroles aussi délicates que touchantes ? Du coup, à ce moment-là, j'avais 17 ans moi, quand je l'ai écrite. Et je ne me rendais pas trop compte de l'ampleur de tout ce que j'avais écrit à ce moment-là. Je pense que quand j'avais 17 ans, je pleurais vraiment beaucoup. Parce que dès qu'on me parlait d'histoires d'agression sexuelle ou que je comprenais, ou que je voyais même un film, une série, un livre où il y avait même une allusion à ça, ça déclenchait un torrent de pleurs chez moi parce que je me disais, waouh, en fait, ça pourrait m'arriver. Et j'avais beaucoup de chance à 17 ans, j'étais entourée que de gens très bienveillants, j'ai pas eu de mauvaises situations, même si parfois on pense bien être entouré, on sait pas ce qui peut nous arriver. Et du coup, j'ai écrit cette chanson-là, je me souviens que je pleurais énormément, j'étais dans ma chambre, je voulais pas que mes parents l'entendent, alors que s'ils l'avaient écoutée sans être attentifs, cette chanson-là, toutes les personnes qui l'écoutent sans vraiment y prêter attention pensent que je compare les femmes aux fleurs en disant elles sont belles, quoi. Alors que c'est bien moi, plus profond que ça. Oui, pour moi, c'était vraiment de dire... Juste, je prenais l'exemple du coquelicot parce que j'adore cette plante du côté de on l'accueille, elle fane direct. Et donc, c'est vraiment ce côté immédiat de attention, les actes que tu peux avoir, ils ont un impact immédiat aussi sur l'autre, quoi. Et donc, il y a le côté ode aux femmes pour le côté plutôt, c'est pas vraiment ode, mais protection, de se dire si on est ensemble, on peut aller plus loin. Et en même temps, il y a surtout ce côté de. Tu vois, je parle en tu dedans et le refrain, je suis en je, mais parce que je me mets comme si j'étais à la place de quelqu'un qui cueille la fleur et qui devrait pas le faire, quoi. Et le tu, c'est vraiment juste tu, toi, personne qui pourrait potentiellement faire du mal à quelqu'un, réfléchis à tes actes. Et à ce moment-là, j'avais un peu trop ce côté, je pense, de vouloir apprendre des choses par mes chansons, parce que c'était un peu un exutoire et aussi une manière de reprendre de la force là où je me sentais démunie en dehors. Donc comme ce côté de dire parce que j'ai écrit cette chanson je vais changer le monde et tout. Maintenant je penserais plus du tout de la même façon. Je me dis plus j'écris une chanson ça va changer les choses. Mais par contre quand je la chante aujourd'hui je me sens super forte, quoi. Je me dis là au moment où je la chante il y a personne qui peut rien me retirer parce que déjà c'est mes mots, même s'ils sont naïfs de j'ai 17 ans. Maintenant j'ai tout mon vécu qui va avec et du coup j'ai tout le poids des mots aussi que je porte. C'est quand même important pour toi de soutenir et défendre la cause féminine dans tes textes et même dans ta vie de tous les jours. En fait, genre, je dirais même pas que je la défends, je dirais juste que le fait que je sois une femme, je le porte au quotidien. Et donc évidemment, ça se traduit dans certains de mes textes, mais maintenant, au-delà des textes, c'est plus en commençant à travailler dans la musique, je me suis vite rendu compte que, en fait, comme dans tous les milieux professionnels et dans plein d'autres sphères de la société, il y a un problème, même plusieurs. Et du coup, j'avais ce côté de, ok, j'ai écrit par exemple Les Coquelicots. Est-ce que je vais me retrouver avec un band avec 5 mecs derrière moi qui font les coquelicots avec moi ? Enfin, il y avait un peu ce côté, non, il faut que j'aie une cohérence. Si moi, quand je vais à un concert, ça me perturbe de voir aucune meuf à un instrument, meuf ou même personne finta, genre je réduis pas ça qu'aux femmes. Et du coup, je me suis dit, si je crée ce projet, il faut qu'il soit cohérent. Et donc, c'est dans la création du projet que je vais aller collaborer avec des personnes
de sexes, de genres différents pour avoir un équilibre et pour moi me retrouver dans les conditions que je ne retrouve pas ailleurs. Être la plus inclusive possible. Ouais, et l'air de rien, en faisant ça, c'est même un peu égoïste parce que c'est aussi créer ma zone de confort et le lieu et l'endroit où je me sens moi super en sécurité pour évoluer dans le projet. Et donc, c'est lié au texte des chansons, mais du coup, il y a un peu un tout ensemble. Par la suite, tu vas commencer à jouer sur des petites scènes lors de mariages, d'anniversaires et même dans des cafés. Tu vas même jouer lors d'un tournoi de pétanque dans ton quartier natal. Je ne savais même pas qu'il y avait des tournois de pétanque à Liège. C'était pas dans mon quartier à moi, c'était, je sais même plus te dire le nom, c'était à 1 heure de route. Mais moi, j'étais très étonnée d'être invitée à un tournoi de pétanque et en même temps, il y avait une cave à vin, donc c'était 2 trucs liés ensemble. Et j'ai une petite anecdote sur ça, c'est que quand je suis arrivée, ils ont failli annuler le tournoi parce qu'il allait pleuvoir. Et donc effectivement, c'est étonnant en Belgique de programmer des tournois de pétanque. C'est ça, on n'est pas à Marseille. Hein. Comment ces premiers publics, premières paires de yeux, réagissaient-ils à ta musique ? En général, de manière quand même très bienveillante. Après, ça dépend toujours les contextes aussi où je vais. Quand c'est un contexte où tu sais que les gens t'écoutent, il y a déjà un peu un engagement de la part du public de se dire on a envie de la soutenir, donc on va être attentif ou attentive. Et puis après, par contre, quand je suis dans un contexte de mariage, événement privé, le but, c'est que j'accompagne l'événement, donc les gens parlent en même temps. Mais je voyais de plus en plus, au fur et à mesure, que parfois les gens sont un peu mal à l'aise finalement de parler, parce que, l'air de rien, la voix prend de la place, et ils se disent « on l'écoute pas alors qu'on devrait ». Et donc, toujours un peu un décalage. Et donc souvent, j'ai les événements où je chante à la fin. Les personnes viennent me trouver en disant « je suis désolée, j'ai parlé, mais j'adore ce que tu fais ». Et ça fait du bien. Parfois, je suis un peu mal à l'aise parce que je suis en mode, moi, je sais à quoi je m'engage quand je vais chanter dans un endroit où j'accompagne l'événement. Et par contre, dans les concerts où on m'écoute vraiment, je crois que le côté de un peu se mettre à nu, comme on en parlait au début, ça va toucher chaque personne aussi un peu dans son intimité. Et donc, il y a ce côté de vouloir vouloir traduire à l'autre après que tu as été entendu et où tu as aussi ressenti des choses. Il y a vraiment un échange en tout cas qui se crée à chaque fois. Donc tu sentais quand même qu'ils étaient un minimum réceptifs. Oui, mais c'est vraiment tellement à distinguer les deux parce que par exemple, tu vois, un événement où j'accompagne, je vais faire des covers. Donc il y a souvent une cover, je sais que si je la fais, tout le monde va se mettre à écouter parce que tout le monde reconnaît la mélodie directe et se dit « oh !» et là me regarde. Et par contre, quand je chante mes chansons à moi, on va dire, là, il y a ce côté, comme on disait, plus on se livre. Et donc là, les gens viennent te trouver en disant « waouh, ça m'a touché ce que tu as fait et tout ». Quand toi, tu débutes en tant qu'artiste, les covers, pour toi, c'est un incontournable quand on veut se lancer ? Moi, en fait, je viens des covers. Genre vraiment, en parallèle de composer, j'ai juste toujours adoré entendre une chanson à la radio. En plus, pendant longtemps, moi, j'ai pas eu d'ordinateur. Et donc, retrouver une chanson, c'était super difficile. Du coup, j'ai essayé juste de me rappeler la suite d'accords. Je cherchais sur le piano. Puis, une fois que je retrouvais enfin la chanson, je demandais à mes parents pour regarder sur YouTube. Et là, j'écoutais en boucle. Et donc, j'ai vraiment appris à jouer du piano en reproduisant, parce que c'est très tard que j'ai compris qu'il y avait des sites où tu trouvais les grilles d'accords où tout était fait en fait. Donc pendant longtemps, juste je cherchais d'oreille quels étaient les fameux 4 accords de la chanson pop que j'aimais bien. Pas facile. Et pas toujours. Maintenant, c'est devenu plus facile et c'est un avantage de quelqu'un vient à un mariage et me dit tu peux chanter ça, j'ai jamais entendu, j'écoute et tu vois que dans la pop il y a des codes qui sont respectés et donc tu peux facilement te rentrer dans l'un ou dans l'autre même si tu fais pas exactement la même chose. Donc c'était inévitable au sens de j'adore faire des reprises. Genre c'est vraiment, en plus de composer, j'adore reprendre des chansons. Il y a certains artistes, je ne saurais pas les reprendre tellement je me dis non mais ça leur appartient. Et puis il y en a d'autres où juste si ça me parle, ça me donne envie de le faire. Lorsqu'on parle de musique, certains titres ont ce pouvoir de nous marquer et même de nous inspirer profondément. En préparant ce podcast, je t'ai demandé quel morceau t'avait particulièrement touché et tu m'as parlé du titre Call Center de Rhône. Alors, c'est pas n'importe quel morceau, puisqu'il s'agit aussi de la BO du film Les Olympiades de Jacques Audiard, sorti en 2021. T'as regardé le film ? Justement, je l'ai jamais vu. Mais non. Mais je te jure. Mais et non. Pourtant, je sais que je vais le regarder parce que j'ai trop hâte. Et moi, je suis vraiment pas par contre cinéphile. Genre surtout si je suis toute seule, j'arrive pas. Et rester longtemps assise sans rien faire, alors que s'il y a quelqu'un à côté de moi, je me dis juste j'ai trop hâte du prochain film que je vais regarder. Mais du coup, quand je suis toute seule, je regarde jamais de film. Et ce film-là, on en a tellement parlé, parce que moi, Call Center, du coup, j'en ai parlé à plein de gens de cette chanson-là, en disant je l'adore et tout. Puis c'est petit à petit, on m'a dit mais tu sais que ça vient d'un film ? Et j'ai dit quoi, pardon ? Et donc c'est comme si je connaissais un peu le film, parce qu'on me l'a déjà un peu spoilé. On m'a déjà dit plusieurs choses qui se passaient dedans. Et pourquoi, du coup, ce morceau en particulier, en quoi est-il si inspirant pour toi ?
Alors, je l'ai découvert sur Instagram, dans la story d'une personne que je connais pas tant, dont j'étais abonnée. Il y avait juste, du coup, 15 secondes de la chanson. Et j'avais pas été assez réactive. Parfois, quand tu regardes les stories des gens, au bout d'un moment, tu sais plus où tu as trouvé quoi. Donc, j'ai d'abord passé une bonne demi-heure à essayer de retrouver où est-ce que j'avais entendu ça. Puis, du coup, j'étais chez moi, je me suis mise, j'ai écouté le son et je l'ai écouté pendant 1 heure sans s'arrêter. Juste parce que la construction du morceau, alors qu'il dure, 2 minutes 30, 3 minutes, me matrixait vraiment. J'étais fan et ça me faisait pleurer, puis sourire. Et puis, petit à petit, vraiment... j'ai l'impression d'être rentrée dans une sphère. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, Laura, faut peut-être s'arrêter. Et puis le lendemain, je l'ai réécouté. Et puis j'ai commencé à l'écouter beaucoup, surtout quand j'étais en rue. J'ai vraiment remarqué que cette chanson-là, quand tu marches et que tu l'écoutes, t'as l'impression que tous tes problèmes, ils s'effacent. Et juste, tu te dis, ah putain, il y a vraiment plein de choses à faire sur cette terre. Et t'oublies tout, quoi. Et puis après, elle est quand même revenue avec le travail en studio, parce que je l'ai fait écouter comme référence à ATKT, qui est le producteur avec qui je travaille. Le fait de l'avoir entendu aussi en studio, où t'as vraiment 2 bonnes enceintes face à toi, waouh, c'était comme si je la redécouvrais, j'entendais des subtilités que j'avais pas entendues avant. Et donc voilà, c'est juste une chanson alors qu'elle est super simple. C'est tout le long la même répétition avec juste des layers un peu différentes. Et comme quoi, juste ça peut te faire ressentir énormément de choses. Est-ce que ça te ferait plaisir d'en écouter un extrait ? Oui, vas-y. Allez, c'est parti. Le monde de l'électro, c'est un milieu qui t'est familier, qui t'attire ? Plutôt qui m'attire. Ça devient petit à petit familier. Pendant longtemps, je disais que je détestais l'électro, je détestais même en fait tout ce qui avait des sonorités que je décrivais comme agressives. J'étais en mode je peux pas écouter. Et puis je me suis rendu compte que j'étais juste un peu plus sensible au bruit parfois que d'autres gens. Et donc si on mettait moins fort, je pouvais vraiment apprécier beaucoup plus ce que les autres gens écoutaient. Donc déjà, j'ai commencé à aller en soirée avec des bouchons d'oreilles. Maintenant, je dirais même, si j'ai l'occasion dans ce podcast, il y a des gens qui écoutent, juste aller en soirée avec des bouchons d'oreilles, vraiment, ça change tout pour votre futur et sur la manière d'écouter la musique et tout. C'est vrai ? Ah oui, totalement. C'est depuis que je suis dans la musique qu'il y a la dimension en plus protection des oreilles qui est venue. Mais vraiment, c'est un grand débat. Et quand tu parles avec des gens qui sont vraiment dans le milieu, où c'est leur métier, d'être tous les jours confrontés à du son, quoi, ils le disent parce que les acouphènes, ça arrive beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Donc, juste des bons bouchons d'oreilles et aussi avoir des bons bouchons, ça change tout. Que les bouchons qu'on te donne en soirée. Quand j'allais en soirée, souvent, je me privais un peu de parler avec des gens parce que je savais que si je chantais le lendemain, j'allais parler trop fort parce que je m'entendais pas. Et depuis que je mets les loupes, en fait, j'ai jamais mal à la gorge. Après une soirée, je peux parler avec tout le monde, entendre très bien tout ce que tout le monde me disait parce que ça filtre les fréquences en fait qui peuvent agresser ton oreille. Mais par contre, ça laisse passer la voix de quelqu'un. Donc, tu gardes quand même une bonne qualité d'écoute. Super, même une meilleure en fait. Tu vas pouvoir entendre plus subtilement. Bon, après, si tu es là pour faire la fête, tu t'en fous un peu spécialement d'entendre mieux ou moins bien le son. Mais par contre, savoir qu'après le lendemain, tu as peut-être pas mal à la tête ou parfois on se rend pas compte qu'on a des acouphènes. C'est que quand ils deviennent vraiment graves qu'on s'en rend compte. Et donc, j'ai commencé à aller plus souvent en soirée. Et du coup, je me suis rendu compte que j'étais hyper accro à l'électro. Même la techno, que j'ai même plus besoin de boire d'alcool en soirée, tellement juste la musique, ça me transcende hyper fort. Et donc, vraiment, sur 1 an et demi, je dirais, j'ai amélioré ma culture musicale fois 1000 au niveau électro. Et c'est devenu quelque chose, je me suis dit, mais on m'a toujours catégorisé en mode chant pop parce que moi, j'ai appris à faire du piano. Mais aussi, quand je composais, je savais juste pas expliquer aux gens, non, mais cette chanson-là... j'entends tel truc en plus, j'entends tel basse et j'avais pas le mot et le langage pour expliquer aux gens, donc juste j'étais un peu la meuf qui fait du piano-voix comme les gens vont vite dire toutes les autres meufs alors que c'est hyper réducteur. Très mainstream. C'est ça. Et l'électro, ça ouvre des dimensions pour moi, je trouve, qui permettent de enjoliver l'univers. Mais c'est marrant que tu dises ça parce que est-ce qu'à l'avenir tu envisages d'explorer davantage ce domaine dans tes propres créations ? Oui, là c'est ce qu'on fait pour le moment du coup. En studio, on fait vraiment... je me suis associée avec ATKT, qui est un producteur liégeois. Et parce que pendant 1 an, j'ai un peu observé ce qu'il faisait musicalement. J'étais tombée sur une chanson en lui où je m'étais dit « Waouh, j'adore ce qu'il fait ». Et puis, il y a eu le côté d'observer la personne en se disant « Est-ce que je me vois travailler tous les jours avec cette personne-là en studio ?» Puis quand il a coché un peu toutes les cases, des bêtes cases, mais telles que en couple, un chien, une maison, un travail, qui font que tu te dis, ok, cette personne, en fait, c'est quelqu'un de sérieux et on va pouvoir travailler ensemble parce qu'on en parlait en off, mais du coup, les guet-apens dans la musique, je pense qu'en tant que meuf, moi, j'en ai quand même eu pas mal de quelqu'un qui dit, tiens, on va faire de la musique.
Et donc, tu arrives en disant « Ouais, trop chouette, tu fais de la musique ». Et non, la personne n'attend pas ça de toi. Et du coup, soit tu te retrouves à devoir dire stop direct et partir, soit un peu être dans un entre-deux indicible de dire pourquoi je suis là et qu'est-ce qu'on attend de moi. Et c'est super désagréable quand tu veux travailler, juste pas savoir pour quelle raison on t'a appelé. Donc lui, il avait coché toutes les cases et maintenant, du coup, quand on travaille, on est super productif. Et il y a ce côté de son univers électro, je trouve incroyable. Et il n'a pas encore sorti ses projets à lui, mais vraiment, c'est de la bombe quoi qui arrive. Et on met ça en travaillant vraiment en collaboration tout le temps dans mes chansons qui viennent du piano-voix. Donc je trouve ça trop fou de voir évoluer des chansons qui ont parfois 10 ans et qui passent de juste piano à ajouter des 808. Quoi. On a hâte en tout cas d'entendre ça. Moi aussi j'ai hâte de partager, mais il faut être patient. Oui, on se doute que ça ne se fait pas en un mois tout ça. En mai 2023, tu vas décider d'économiser de l'argent pour acheter du matos de sonorisation, donc je suppose micro, enceinte. Ouais, des enceintes, j'ai acheté une table de mixage, comme ça je pouvais vraiment me produire toute seule. Quoi. Et tu vas partir justement en virée dans le sud de l'Espagne pour effectuer des petits concerts de rue. C'était un projet mûrement réfléchi ou alors c'était une aventure plutôt sur un coup de tête total ? Un coup de tête, vraiment. À ce moment-là, j'ai un peu mis plein de choses en pause dans ma vie. Donc, j'ai quitté mon amoureux avec qui on était 5 ans ensemble parce que lui voulait voyager, moi je voulais faire de la musique et on ne trouvait plus un équilibre. Et enfin voilà, ça c'était la pause du coup relationnelle, mais quand tu es 5 ans avec quelqu'un et puis que d'un coup tu te retrouves tout seul, il restait un peu en mode de ok, je vais faire de la musique, mais je sais même pas ce que c'est de la musique. J'ai plus d'amoureux, je suis toute seule. Je venais d'arrêter mon travail en mode j'adore ce que je faisais, j'étais dans un restaurant, mais en même temps, je les voyais tous faire leur passion. Et je me disais, il faut que je persévère dans moi ce que je veux faire. Tu ressentais en fait du changement, tu voulais du changement un peu dans ta vie en général. Je me disais, ok, là il faut se lancer quoi. Je me disais, arrête de dire, ça faisait déjà 2-3 ans que je me disais, j'aimerais bien faire de la musique, mais j'ai fait des études et puis j'ai un peu comme si je déviais un peu à chaque fois, mais ça m'a construit. Toutes ces déviations m'ont construite aussi. Et puis là, je me suis dit, bon, il est temps de se lancer, mais en fait, se lancer, ça veut un peu rien dire, parce que juste, tu sais pas, avant de faire de la musique et de l'expérimenter, tu sais pas ce que ça signifie en faire son métier. Genre, je savais pas toutes les choses qui découlaient de ça. Donc, je me suis dit, ok, là, je suis en Belgique, juste j'angoisse trop de voir tous mes potes commencer à se construire socialement, j'ai besoin de partir. J'étais en Belgique, je voyais tout le monde avancer dans sa vie et tout. Moi, j'étais en mode néant. Je me suis dit, ok, je pars. Et à ce moment-là, j'ai eu trop de la chance. Mon père voulait vendre sa voiture, mais n'y arrivait pas. Donc, il m'a dit, tu peux l'avoir pendant un petit temps. Donc, moi, on m'a dit, t'as une voiture, il y a un grand coffre. Je me suis dit, ok, je pars et je dors dans ma voiture. Et donc, je suis partie avec mon matériel, j'avais mon chien. Et on a été jusque dans le sud de l'Espagne. Mais pourquoi l'Espagne, justement ? Parce que du coup, mon nom de famille, c'est Pépé, ça vient d'Italie, pour mon grand-père. Mais mon grand-père, il est marié à ma grand-mère qui est espagnole. Et donc, j'avais déjà appris l'espagnol. J'avais voyagé en Amérique du Sud aussi, où j'avais amélioré, on va dire, mon espagnol. Donc, je me disais, j'ai envie d'aller dans un endroit où je voulais tester ce que ça fait de chanter devant des gens en français, en présentant les chansons dans une autre langue et en cherchant un peu, est-ce qu'il y a moyen d'être touché, même si on ne comprend pas toujours le texte, quoi. C'était le cas ? Ça marchait trop. Franchement, j'ai fait chanter des gens. J'ai une chanson qui s'appelle Sous les pluies d'étoiles. Et du coup, il disait Sous les pluies d'étoiles. Et il répétait ça tout le temps en boucle. Et à la fin, les gens ils venaient me trouver en disant merci, quoi. Il disait j'ai pas tout compris, mais j'ai compris que c'était intense, quoi. Et du coup, je me suis dit c'est cool. Si j'arrive à faire ça, ça me rassure. Au moins, quand je suis en Belgique, je peux déjà être un peu plus sûre de moi quand je chante et me dire bon, si j'ai pu le faire dans une autre langue. Tu as cette capacité à fédérer des personnes. Peut-être. Après, je pense que c'est aussi dans le dialogue. J'aime vraiment bien parler et je crois que ça. Il y a plein de façons différentes de faire de la musique. Parfois, je vais à des concerts, j'ai pas envie d'entendre quelqu'un parler pendant des heures, j'ai juste envie d'entendre ce qu'ils font. Et c'est toujours en fonction aussi de l'approche musicale de la personne qui tient le projet, quoi. Et moi, je sais que c'est quand même ça qui fait un peu ma marque de fabrique j'adore papoter, donc ça se ressent. À ton retour en Belgique, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de partir bien loin pour faire ce qui te plaît et ce qui compte réellement pour toi. Et contrairement aux précédents artistes qu'on a pu recevoir ici dans Pop-Up, donc je pense à Miliops, à Mila, pour toi, il n'y a pas besoin de s'installer à Bruxelles pour pouvoir développer ton projet musical. Et donc, tu décides de retourner à ta source qui est Liège. Ce déclic s'est fait progressivement ou ça t'a frappé comme une évidence à ton retour en Belgique ? Comme tu dis, c'était quand même progressif parce que quand j'ai eu fini mes études, j'étais persuadée que je voulais faire mon master à Bruxelles. Puis finalement, je suis partie en Amérique du Sud. Donc, j'ai reporté Bruxelles, j'ai reporté Bruxelles après, au retour.
Puis je suis rentrée d'Amérique du Sud, en fait, j'avais plus d'argent. Donc avant d'aller à Bruxelles, je me suis dit, faut peut-être que je trouve un job et que je reste un peu chez mes parents pour économiser. Du coup, je suis à nouveau restée à Liège. Et puis après, quand j'ai arrêté mon job, je me suis dit, mais en fait, aller à Bruxelles maintenant, je vais devoir payer super cher un loyer, alors que j'ai pas beaucoup d'économies. Je préférais mettre mes économies dans la musique. Donc trouver sur Liège, c'était un peu une stratégie financière. Et surtout, quand j'étais en Espagne, en fait, j'avais fait un concert juste avant dans un appart à Liège. Et dans cet appart, il y avait un piano Carqueux. Et j'avais dit aux colocataires, si un jour il y a une place chez vous qui se libère, moi rien que pour le piano, je veux bien venir. Et j'étais en Espagne, ils m'ont appelé, ils m'ont dit il y a quelqu'un qui part pendant 6 mois, est-ce que tu veux reprendre sa chambre ? J'ai dit oui, direct. Je rentrais en Belgique, j'avais un appart, j'avais rien dû faire et qui coûtait vraiment pas cher pour la localisation et tout, et vraiment magnifique. Et tu avais un piano du coup ? Et j'avais un piano. Donc je suis restée 6 mois, j'ai énormément composé du coup là-bas parce que ce piano, ça donnait envie de composer. Et c'est par cet appart-là en fait où j'avais été chanter que j'ai rencontré les assos qui m'ont aussi donné envie de rester dans Liège. Et aujourd'hui, est-ce que tu es convaincue que Liège est le meilleur endroit pour développer son projet, ou tu restes ouverte à l'idée de bouger un jour, que ce soit en Belgique ou ailleurs ? Comme tu dis, je suis ouverte à l'idée de bouger, mais je me suis dit, pourquoi est-ce que j'irais vivre à Bruxelles alors que ce que je reproche de quand je suis à Liège, c'est le mauvais temps. Et donc je me suis dit, si je pars, en fait, est-ce que j'irais pas plutôt vivre dans un endroit où il y a un climat où, vu que je suis une énorme frileuse, je me sentirais peut-être un peu mieux. C'est vraiment un luxe de pouvoir imaginer ça, mais il y a en parallèle le côté de... En fait, à Liège, j'ai instauré des choses où maintenant j'ai une stabilité. C'est simplement par rapport au fait que j'ai plus de travail. Maintenant, je suis au chômage et du coup, j'apprends à légaliser mon projet tout en étant au chômage. Et ça, c'est vraiment un challenge parce que c'est comme si j'étais toujours à cheval entre ce qui se fait et ce qui se fait pas. Et donc, vu que maintenant j'ai trouvé un équilibre, j'arrive à bien gérer ces choses-là. Et je me dis, tant que j'ai cette opportunité d'essayer de développer mon projet dans des conditions qui sont presque stables, je vais continuer ici. Et puis aussi l'équipe qui s'est créée, elle est un peu entre Liège et Bruxelles, mais elle est plus à Liège tout de même. Donc le but, c'est de faire des ponts entre les deux. J'ai vraiment envie de venir plus souvent chanter à Bruxelles, de venir rencontrer des gens, comme aujourd'hui vous rencontrez. Mais je sais pas comment dire, il y a moins de concurrence en fait à Liège aussi. Il y a ce côté de... ça, c'est une sensation que j'ai qui est juste propre à quand je suis là-bas. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une entraide et une envie de partage des ressources. Qu'à chaque fois que je rencontre une personne, on me donne plein de conseils, on veut me pousser à aller plus loin. Et je commence à ressentir ça aussi avec les gens que je rencontre à Bruxelles. Mais je me sentais plus légitime au début de faire ça sur Liège. Quand tu vas retourner en Belgique, tu vas t'inscrire à 2 associations locales, donc Terra Mer et Morora. Ouais. C'est bien ça. Exact. Est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots ces 2 belles associations ? Ouais, du coup, la Morora, là, je m'y suis retrouvée un peu malgré moi parce que donc, une des meufs qui avait créé le collectif, c'était ma coloc dans ce fameux appart avec le piano. Donc, j'ai un peu repris la branche musique où on a organisé des concerts, etc., des concerts salons chez nous. Et là, c'est vraiment un collectif qui va avoir quand même plusieurs facettes. Elles font des projections de ciné-débat parce qu'elles sont étudiantes, donc il y a aussi pas mal de choses qui se passent à l'université de Liège. Puis, il y a parfois des ciné immersifs. Donc, tu vas découvrir un peu un film, mais qui va être revisité pour te faire être impliqué dans le film. Ok, c'est un chouette concept. C'est génial. J'ai adoré faire ça. Et puis, il y a des ateliers d'écriture slam aussi. C'est très diversifié. La particularité aussi de la Morora, c'est que c'est quand même un collectif du coup politisé, engagé, en non-mixité choisie parfois. Ça dépend les types d'événements. Et donc, il y a vraiment aussi cette envie de laisser et reprendre de la place aux minorités, que ce soit de genre ou aux personnes racisées, de vraiment reprendre de la place là où parfois on la trouve plus. Et du coup, c'est un peu ça la principale différence avec Terra Mer, là où Terra Mer, déjà, c'est 4 gars qui ont créé la sauce. Donc, eux, au fur et à mesure, ils ont eu l'envie de rencontrer des meufs aussi pour qu'il y ait vraiment une mixité qui se fasse dans la sauce. Et ça va être axé uniquement sur la musique dans Liège et ça vient de base des jams. Et puis maintenant, on fait aussi des siestes acoustiques, on fait des programmations de concerts, plein d'événements un peu différents pour faire vivre les scènes émergentes liégeoises. Donc maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous êtes liégeois. Exactement. Et que vous voulez débuter dans la musique. En 2023, dans le même laps de temps, tu vas sortir un nouveau single nommé « Quand ce sera la fin ». Ce titre qui parle de vie sentimentale en a touché plus d'un, en particulier sur les réseaux sociaux.
Oui, c'est vrai. Ça a vraiment bien buzzé. D'où t'es venue l'idée d'écrire, de composer, d'interpréter ce titre ? Mais du coup, je sais pas, parfois ça se reconnaît pas tout de suite, mais la composition originale du morceau n'est pas de moi. Je pense savoir de qui c'est, mais tu veux le dire ? C'est Billie Eilish ? Exactement. J'ai découvert Billie Eilish vraiment sur le tard. J'ai un gros défaut, c'est que quand quelqu'un est très très fort écouté, moi, j'ai pas envie de l'écouter, juste parce que, je sais pas, un petit rejet inutile comme ça. Donc, j'ai découvert très fort sur les tard avec cette chanson-là, donc When the Party is Over. Je vais essayer de le dire bien. Et en fait, j'ai écouté en boucle, et puis j'apprenais à ce moment-là, avec mon matériel que j'avais acheté, à m'enregistrer toute seule. Et donc, j'ai fait une petite session. Je me suis dit, je vais essayer de l'enregistrer et de poster sur les réseaux. Et en fait, la traduire, c'est un truc que j'adore faire. Quand j'entends beaucoup une chanson en anglais ou même dans une autre langue, vu que je comprends pas si bien l'autre langue, j'ai pas tout le poids des mots, comme je disais, dedans. Mais par contre, si ça vient en français, là, j'ai l'impression de me sentir sûre de ce que je dis et sûre que chaque mot que je prononce, j'ai le sens qui vient avec. Donc j'avais trop envie de la tester comme ça. Et sur les réseaux, effectivement, elle a super bien marché. Je l'ai laissée sur Spotify parce que j'ai 3 potes à moi qui m'ont dit qu'elle l'écoutait tout le temps. Sinon, j'étais un peu en mode peut-être qu'il faudrait que j'enlève parce que voilà, ça fait pas très pro. Je l'ai vraiment enregistrée dans ma chambre toute seule. J'ai même pas fait de mix ni de master dessus. Enfin, c'était très random. Mais elle me fait du bien. Et pour bien l'avoir en tête, on va s'écouter un petit extrait. Ah. Et rien ne t'arrêtera jamais. Il n'y a plus un bruit quand j'entre seul chez moi. Je pourrais mentir et dire que j'aime ça, dire que j'aime ça, dire que j'aime ça. Je pourrais mentir et dire que j'aime ça, dire que j'aime ça, dire que j'aime ça. C'est très beau. On se laisse envoûter presque par la mélodie. L'amour, c'est un sujet qui te touche particulièrement ? C'est arrivé plus récemment, tu vois. Avant, j'écrivais pas tant des chansons d'amour. Et puis quand j'ai eu ces fameuses ruptures avant de partir en Espagne, d'un coup, je me suis retrouvée à écrire 15 chansons sur des relations. Et puis j'étais là en mode non, je veux pas tomber dans ce cliché-là et tout. Puis en fait, tu te rends compte que effectivement, c'est beau, ça donne envie. C'est pas grave d'écrire des chansons d'amour, quoi. Surtout quand le texte est personnel. Ouais, c'est aussi... Mais en fait, tous mes textes sont personnels parce que je me sens plus légitime d'écrire sur le vécu perso. Mais c'est juste l'amour. Parfois, au début, je me jugeais un peu en disant « mais il y a déjà cette chanson d'amour, je vais rien apprendre de plus à quelqu'un ». Et puis après, j'ai un peu appris à déconstruire ce côté de « je vais rien apprendre quelque chose de plus ». On n'écoute pas de la musique toujours pour apprendre quelque chose. Et même moi, j'ai pas à écrire des chansons pour apprendre aux autres. Mais si je l'écris, que ça m'a touché à un moment donné, c'est juste... Parfois, tu peux la chanter et quelqu'un d'autre, ça le touche et c'est cool à ce moment-là. Et si ça le touche pas, c'est pas grave du tout. Le 24 octobre dernier, tu proposes une release party préparée 6 mois à l'avance dans la mythique salle du Réflecteur à Liège. Très belle salle. Ton concert au Réflecteur a affiché complet. C'est une belle consécration pour une jeune artiste comme toi. Comment as-tu vécu cette soirée et cette énergie du public ? Franchement, c'était dingue. Jusqu'au dernier moment, je m'étais rendu compte que j'avais même plus tant hâte de faire le concert, tellement j'avais vu l'entièreté de la préparation et j'avais aussi les enjeux financiers du fait qu'il fallait vraiment qu'il y ait assez de monde, sinon moi j'avais pas payé tout le monde et j'étais un peu arrivée au bout de mes économies aussi de ce que j'avais mis dans la musique. Et donc c'est vraiment le jour avant, je suis tombée malade et là je me suis dit mais en fait attends, t'as pas passé 6 mois à tout faire pour que demain tu puisses pas profiter de cette 1h30 avec les gens qui seront venus voir. Et donc, je me suis obligée à dormir, parce que ça faisait vraiment des mois que je dormais plus beaucoup. Et au moment du concert, quand je suis montée sur scène, alors que je savais le nombre de places vendues, vu que j'étais au courant des préventes, et moi je faisais mon calcul à chaque fois sur mon ordi en me disant « Ok, là ça va, je commence à gérer le truc. » Ça passe bien. Là ça va, on commence à être assez et tout. Et puis, avant de monter, je me suis dit « Laura, on s'en fout, même si la salle elle est vide. C'est quand même ce que vous avez prévu tous ensemble avec le band, c'est ça qui compte. » Et en fait, il y a vraiment ce truc, le concert, il commence avec 4 musiciennes, donc guitare, basse, batterie et clavier, qui commencent l'introduction. Et puis moi, je dois arriver à la moitié de l'intro pour chanter. Et je me souviens toujours qu'au moment où j'ai passé le truc, j'ai vu la salle et en fait, je me suis vraiment chiée dessus parce que je me suis dit, putain, il y a vraiment des gens devant. Alors que c'était pas mon premier concert, mais je me disais, il y a vraiment des gens qui sont venus me voir, quoi, et voir ce qu'on a préparé avec le band pendant autant de temps. Il y a aussi plein de proches du band, hein, c'était aussi un enjeu pour eux et je sentais que tous
vraiment les 2 premières chansons, on était en train de sortir, oh putain, on est en train de le faire, quoi. On avait vraiment beaucoup répété et jamais aucune fois je l'avais fait en me disant, ok, qu'est-ce que je vais faire scéniquement. J'avais mes déplacements en tête, mais j'étais tellement gênée devant le reste du band de jouer un peu à la star, comme ça, de faire les déplacements. Je me disais, j'y arrive pas. Et je me suis rendu compte qu'il y avait que quand le public était devant que c'était naturel, parce qu'il y avait ce truc de ok, corporellement je dois aussi donner mon énergie. Je me suis vraiment trouvée à être à l'aise dans mon corps comme je l'avais rarement senti auparavant, et je me dis c'est génial, c'est aussi qu'il y a un truc qu'eux nous renvoient, et le public était trop chouette. Enfin, on s'est même dit après il faut qu'on se rende bien compte que là c'était notre chance parce qu'on a tout mis en place, mais prochain concert on n'aura probablement pas la même énergie et c'est pas grave, genre on en apprendra aussi. À l'occasion de ce show, le 24 octobre dernier, donc, on a pu voir sur scène toute une équipe musicale qui t'entourait. Celle-ci, elle était quasiment composée uniquement de femmes, donc à 75%. Le fait d'avoir une équipe majoritairement féminine sur scène, c'était un choix assumé ou un pur hasard ? Eh bien, c'est quand même un pur hasard finalement. C'était un choix de par, comme je vous ai dit, ce truc de m'entourer de personnes, je dirais même personnes finta du coup, parce que c'est pas que des femmes. Mais là, ça s'est quand même fait par hasard. Donc, il y a Rafi, c'est le batteur du band, parce qu'on s'est rencontrés, on avait 15 ans, et c'est lui qui m'a accompagnée sur les premières dates. Et donc, c'est une personne en qui j'ai énormément confiance, donc c'était logique s'il était partant qu'il reste batteur du band. Et puis après, j'ai rencontré les autres petit à petit de par des connexions. Le guitariste, je l'ai rencontré par Eve qui est pianiste et qui m'a dit je connais Nel, je suis sûre que tu vas l'adorer et tout, il faut que tu le rencontres. On allait boire un verre ensemble et on s'est dit ok, on va essayer, et puis ça a matché. Ça a matché directement. C'est ça, et donc petit à petit tout le band s'est construit comme ça, et puis il s'est mis que il y a 5 meufs sur scène du coup et 2 gars. Ça fait un chouette équilibre, je trouve. En mai 2024, tu vas rejoindre un camp d'écriture à Durbuy. Est-ce que tu as mêlé acrobranche et écriture ? Non. Où plusieurs singles vont voir le jour, dont 2 featuring avec le célèbre DJ et compositeur belge Kid Noise. Parmi ces 2 featuring, on retrouve le titre Chaleur, qui a explosé en termes de stream sur les plateformes concernées avec près de 175 000 écoutes. Ok, c'est ça les autres chiffres. Le titre aborde cette sensation d'oubli du temps, où il faut simplement rester dans cette ivresse de prolonger l'instant présent avec l'autre. Comment ce featuring avec Kid Noise est-il né ? À quel moment vous vous êtes dit vous allez collaborer ensemble ? C'était très inattendu. Moi, je me suis retrouvée à Durbuy Music parce que Claudie, du coup, une amie m'a recommandé d'y aller. Donc, je me suis inscrite à un camp d'écriture en tant que songwriter, donc pour écrire pour les autres, en gros. Et il y a un fonctionnement là-bas où tous les jours, tu vas collaborer avec une autre personne. Tu auras une personne à production, une personne qui est artiste et donc qui va leader la journée vers ce qu'elle veut pour son projet, et une personne qui est songwriter et qui va écrire ou créer des top lines. Et donc le mercredi, je vois sur le tableau que je travaille avec Kid Noise. Et dans ma tête, je suis en mode, mais pardon, moi travailler avec un DJ, qu'est-ce que je vais faire ? Et en plus, je savais pas qu'il allait vouloir en français, mais je me disais, si c'est pour l'anglais, je sais pas quelles sont... tomber. Je savais pas encore quelles étaient mes compétences. Maintenant, ça va. J'ai appris, du coup, je peux écrire quand même en anglais pour les autres aussi. C'est pas horrible, quoi. Mais là, donc je panique dans ma tête en mode qu'est-ce qui va se passer ? Et puis il arrive en plus à ce stage, il me dit salut les coquelicots. Et je me dis pardon, il connaît ma chanson et tout. Enfin, c'était très perturbant. Et puis on se retrouve dans la pièce du coup avec Léo 55 à la production, qui est un super producteur, musicien, chanteur. Enfin, il est vraiment génial. Et Kid Noise. Et donc il fait écouter une chanson de référence. On commence à créer le morceau. Je lui propose des paroles. Lui, vraiment l'idée de base, c'était une soirée et on n'a pas envie qu'elle se termine. Mais il parlait vraiment plus en mode soirée festival et tout. Puis il y a le deuxième sens qui s'est mis dans la chanson, que ça pouvait être avec une relation, mais ça reste quand même les deux. Ça peut être t'es en soirée et tu veux pas que la soirée s'arrête, ou t'es en relation avec quelqu'un et juste c'est un moment présent magnifique, t'as envie que ça continue. Donc le texte se construit et puis à la fin de la journée, on a la chanson qui est finie. Mais genre fini quoi. On a à peine changé une chose après. J'avais fait une erreur de français en fait, qu'on s'en est pas rendu compte avant genre 2 semaines de la sortie du morceau. On s'est dit mais ça en fait comment on l'a pas entendu tellement on s'y est habitué. Puis du coup le but quand t'es songwriter, c'est que tu fais la voix des mots, mais pour un projet comme celui-là, le but c'est de trouver une voix de quelqu'un qui est déjà connu, qui a de la visibilité pour porter le morceau plus loin. Et la maison d'édition qui sortait la chanson aimait vraiment bien le morceau. Elle a dit il faut que ça sorte avant l'été. Donc ils ont cherché quelqu'un, mais ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui était prêt à se réapproprier le morceau. C'est quand même un truc pas non plus très facile comme ça d'envoyer une chanson où tout est déjà bien défini et il faut la refaire à sa façon. Et vu qu'il y avait un délai très court, il y avait un délai de 1 mois pour trouver une autre personne, à la fin on m'a dit en fait c'est ta voix qui reste. Et donc j'étais en mode
ok, ça va, la chanson me plaisait quand même bien. Si on avait été plus loin dans le délire relationnel, sexuel et tout, je pense que j'aurais été en mode c'est pas trop ce que je veux faire. Mais là, je me disais ça va, elle est un entre-deux quand même, ok, et j'adore cette mélodie, je trouve qu'elle est trop chouette, j'ai adoré la créer avec eux. J'avais le choix, mais à ce moment-là, je me rendais pas compte que j'avais le choix. Genre dans ma tête, c'était en mode j'ai pas le droit de refuser ça, quoi. En plus, c'est une belle surprise. C'est une belle surprise, c'est un peu inattendu, et c'est ce côté décalé dont on parlait, juste de se dire. Comment elle qui a fait les coquelicots, elle se retrouve sur cette chanson là maintenant. Avec In House. Ouais, en passant de tout à rien quoi. Justement, on va s'écouter un petit extrait tout de suite de Chaleur. Je n'ai plus peur, je sens la chaleur des corps dansant autour de moi. Je compte plus les heures à tes côtés. Je veux rester. Rejoins-moi. J'adore le rythme, hein. C'est incroyable. Est-ce que ça t'a donné envie de collaborer davantage à l'avenir avec d'autres artistes ? Moyennement, je vais avouer, parce que c'est super de tester et en même temps c'est un peu frustrant parce que peu importe le milieu dans ma vie où je suis, si je travaille pour quelqu'un d'autre, moi je sais pas m'écouter. Donc j'ai juste écouté ce dont l'autre il a besoin. Et c'est ça dans les choses que j'ai appris par exemple avec ce morceau-là, c'est que en fait je l'ai pas tant défendu alors qu'il m'appartenait autant. Et ça, j'avais pas réalisé que quand tu écris une chanson, que tu l'as composée et tout, t'es autant propriétaire, on va dire, de la chanson. Et donc moi, je trouvais pas trop ma place sur ce morceau parce que juste, je savais pas quel était mon pouvoir d'action, on va dire. Et donc là, je sens que j'ai quand même besoin de commencer à défendre un peu mes chansons et mettre mon énergie dans mon projet et aussi pouvoir dire, ok, il y a ça que j'ai fait en collaboration, mais par contre, mon identité musicale que j'ai envie de défendre dans le projet PP, c'est plutôt vers là, quoi. Et pour le moment, j'ai plus des collaborations justement qui arrivent, que j'adore. Genre, je trouve ça trop chouette, je suis trop contente de ce qu'on crée et tout. Et c'est d'autres facettes de la musique. Mais j'ai l'impression que si on se réfère que à ces chansons-là, l'identité qu'on projette sur le projet PP, elle n'est pas vers là où moi j'ai envie d'aller. Donc les collaborations, c'est chouette, mais il faut un équilibre. Et là, je sens que je vais aller... Allez, j'ai encore 2 autres collaborations, je pense, qui vont arriver. Et je suis trop contente. C'est des morceaux que j'adore, mais ils ne sont pas représentatifs de tout ce qu'on va faire après non plus. Dans un premier temps, tu souhaites vraiment développer toute ton identité PP. Ouais. Et après, on verra pour les collabs par la suite. C'est ça. Après, j'ai des rêves de collabs, évidemment. Et je pense que l'air de rien... Mais en fait, avec les chanteuses de Liège. Parce que vu que c'est devenu mes amies, quand on parle, je me dis, mais en fait, écrire des chansons avec elles, ça serait trop bien parce qu'on se comprend sur... même dans le texte, quoi. Et du coup, faire des feats avec des chanteuses qui m'ont aidé aussi à évoluer dans mon projet et tout, ça serait un peu comme... Tu vois, un revers de médaille, t'as quelqu'un qui est un peu ton mentor, comme ça, qui te donne plein de conseils, et toi, vice-versa. Puis faire une chanson à 2, ça prend beaucoup de sens. Et aussi, j'ai un super pote qui s'appelle Sir Bastien, et je rêve de faire une chanson avec lui. Voilà. Je lui glisse pour s'il entend. Écoute, voilà. Dans la foulée, tu vas écrire et sortir ton dernier single, Ok Bernard, ou un clip qui lui sera dédié, sortira aussi par la suite. Il fera un succès monstre, à peu près partout en Belgique, notamment avec plus de 11 1500 streams en quelques mois. Ce titre sera même propulsé par certaines radios nationales, dont Typique, le média pop de la RTBF. Quelle sensation ça fait d'entendre pour la première fois une de ses propres créations à la radio ? Déjà, juste, tu vends trop bien le morceau, vraiment merci, ça fait trop du bien l'entendre comme ça. Et écoute, la première fois que j'ai entendu la chanson à la radio, j'allais nager à la piscine et il y avait la radio de la cafétéria qui allait. Et donc j'entends la chanson et moi je dis au mec à qui j'achète ma place pour aller nager, waouh, c'est moi qui chante. Et il m'a regardé, mais vraiment, mais tu sais qui cette folle. Et juste il a dit ça fait 2 € s'il vous plaît. J'ai donné mes 2 €. C'est tellement violent. Et ouais, et du coup, en vrai, c'est trop bon souvenir. J'ai trop rigolé parce que je me suis dit, ça te remet bien à ta place, tu vois, de te dire, au moment où t'as une chanson qui passe en radio, t'as un peu des projets en mode, ça marche et tout. Et t'es là, ouais, ça marche, mais. Enfin, c'est cool, c'est un plus, c'est cool et tout, mais c'est pas pour ça que les choses, elles sont acquises. Genre, vraiment, ça veut rien dire même en soi. C'est un tremplin, c'est génial et tout, mais je dois toujours persévérer, quoi. Il me faut encore bien 1, 2, 3, 5 ans, à mon avis, avant que le projet il ait une bonne stabilité. Mais l'entendre, c'est quand même un peu se dire, ah putain, tout ce que j'ai fait jusqu'ici, ça va. Ça me rassure un peu quand même. C'est un peu une consécration aussi, parce qu'on t'a vu il n'y a pas longtemps, c'était il y a quelques semaines, lors de la semaine de la musique belge, tu étais en live à Typique. Se retrouver quand même à Typique, c'est quand même pas rien pour une jeune artiste comme toi. Oui, et puis j'y croyais pas en plus, parce que moi, le truc qui est trop drôle, c'est que vraiment je suis une grande fangirl. Genre quand j'écoute quelqu'un, je l'écoute en boucle tout le temps. Et donc là, il y a l'affiche qui sort de la semaine belge.
Et on savait pas qui étaient les autres artistes qui allaient être représentés. Et là, je vois Orlan sur l'affiche. Et moi, je suis ultra fan de son travail, mais je la suis depuis qu'elle a fait The Voice. Avec mes potes, on écoute et j'ai déjà offert des places de ses concerts à mes potes pour leur anniversaire. Et donc là, je me vois ma tête à côté d'elle et je me dis, waouh, genre, on va aller, on sera en coulisses et tout, on va se croiser. Et il y a toujours une partie de moi où je me dis, à la fois, c'est trop cool parce que c'est quelqu'un qui fait le même métier, j'aurais envie de lui poser plein de questions et tout. Et d'un autre côté, le fait que moi, je sais que je la suis sur les réseaux à fond, que j'écoute en boucle ce qu'elle fait, j'ai l'impression que si je lui parle, je suis trop en décalage parce que je fais que regarder la personne en étant ah, c'est trop cool ce que tu fais, alors qu'on est en mode d'humain à humain, tu vois. Mais donc c'était, comme tu dis, consécration au sens de me dire je me serais pas attendue aussitôt, j'ai l'impression, après juste avoir sorti OK Bernard, de pouvoir avoir la chance de faire cette opportunité-là où j'ai parlé d'Orlan, mais les autres artistes qui étaient représentés étaient aussi vraiment des gens incroyables et j'avais un peu un complexe d'infériorité en me disant mais je suis pas légitime d'être là et tout, et puis en même temps le fait qu'on y allait avec le band, il y avait ce côté de c'est tellement dingue de partager cette expérience avec tes super potes et eux qui sont aussi fans des autres artistes comme moi, donc c'était vraiment un truc, on a des petites étoiles dans les yeux, quoi. Un moment inoubliable. Donc. Oui. À l'intérieur de OK Bernard, on retrouve l'histoire d'une jeune artiste qui évoque ses craintes et aussi et surtout ses rêves. En fait, tu te confrontes à tes propres limites et attentes qu'on t'impose. T'expliques notamment que tu n'es peut-être pas celle qui un jour fera l'Olympia, donc la mythique salle parisienne, ou même qui remportera une victoire de la musique tant convoitée. Qu'est-ce qui te fait vraiment peur dans ce parcours en tant qu'artiste ? C'est une bonne question. Parce que, tu vois, par exemple, quand on parle de celle qui fera pas l'Olympia, ça fait un peu écho à ce qu'on a dit avant, juste comme quand je suis à Liège et que je vois un café et que j'adore, j'ai envie d'y jouer dedans. Ben moi, j'ai jamais été à l'Olympia. Du coup, genre, je pensais juste à une salle, tiens, c'est quoi la salle la plus emblématique où j'ai jamais été, donc je sais même pas à quoi ça ressemble. Je me suis dit, c'est l'Olympia. Ben, du coup, vu que j'ai jamais été dedans, je me suis jamais projetée dedans. Et donc, en fait, je dis vraiment, genre, je suis pas celle qui fera ça au sens de ça pourrait être un rêve et en même temps j'y arrive même pas à y penser tellement je me sens pas capable de me projeter si loin dans ce métier. Je vois vraiment les choses au jour le jour et vraiment comme des mini steps à passer à chaque fois. Et donc dans les choses qui me font peur, c'est vraiment quand on me demande ça, quand on me dit tu dois te projeter sur 4 ans pour pouvoir vendre ton projet à quelqu'un et pouvoir dire non mais toi tu te rends pas compte, mais moi j'ai la vision. Alors qu'en fait je suis là mais j'ai pas de vision du tout. Genre j'essaye de faire ce que je fais au du mieux, ça c'est sûr. Et maintenant travailler en équipe, ça m'aide. Parce que du coup, tu as d'autres gens qui t'aident un peu à construire cette vision et construire un univers cohérent. Et donc, dans les choses vraiment qui me font peur, c'est de me dire, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer quand j'aurai un peu mis toutes les bases du projet les unes avec les autres ? Là, elles sont toujours en construction. Que j'aurai un album d'enregistrer, plusieurs chansons de côté et tout, prêtes à sortir. Qu'est-ce qui se passe si ça marche pas ? Et ça me fait peur parce qu'il y a ce côté de... Évidemment, il y a une partie de moi où j'aimerais pouvoir dire j'aimerais sortir de la musique et je m'en fous si les gens en écoutent ou pas. Mais il y a une autre partie, vu que maintenant je vois l'entièreté, je suis en mode mais en fait financièrement, si je veux pouvoir faire ça de mon métier, il faut que les gens écoutent. J'ai besoin qu'il y ait des gens qui achètent des places de concert, qui ont envie de venir voir. Et donc avant, j'étais en mode non, moi je fais pas de la musique pour plaire et tout. Maintenant, il y a la notion de c'est pas pour plaire, c'est juste si tu vas avoir dans la société dans laquelle on est en tout cas et dans le mode musical dans lequel je me mets, qui est un mode musical où je suis effectivement... Je colle aux principes économiques de la société. Je suis pas outsider en mode j'ai pas continué de faire les tournois de pétanque, quoi. Même si j'adore, j'irai encore. Et une fois que je suis dans ça, évidemment, il faut à un moment donné qu'il y ait un retour financier. Et au-delà du retour financier, du coup, c'est effectivement est-ce que ça va plaire aux gens ? Parce que pour acheter les choses, il faut qu'ils aiment. Et mon but, j'ai quand même à préciser, mon but n'est pas d'aller chercher l'argent des gens. Non, ça fait pas penser à ça. On s'en doute bien. Mais il faut bien vivre mais aussi. Maintenant, c'est ça. Maintenant, j'ai cette conscience-là qui me dit avec tout ce que je mets en place, je peux pas fonctionner en disant que je me ferme à tout ça. Et la peur aussi qui découle de l'aspect d'argent, c'est de me rendre compte de plus en plus que même des personnes qui tournent, qui ont un public qui les suit, qui vont acheter leur place de concert ou écouter leurs chansons, vu que tout se fait majoritairement par les streams, en fait, les streams, il en faut tellement pour gagner de l'argent là-dessus, que l'apport financier principal d'un projet, c'est plus ce que le public amène, mais c'est quel label, quelle boîte de production ou quelle personne va investir l'argent dans ton projet. Donc ma grande peur, c'est de me dire que je vais jamais réussir à développer mon projet sans avoir à un moment donné un apport financier extérieur. Qui dit apport financier extérieur dit peut-être quelqu'un qui pourra décider à ma place ou à la place de l'équipe qui est en train de se créer
de ce qu'on doit faire, dans quel ordre on doit le faire, etc. Donc ça reste un gros point d'interrogation parce qu'en même temps, je sais qu'il faut s'ouvrir aussi vers l'extérieur et qu'à un moment donné, peut-être je vais tomber sur un label où je me dirais waouh, eux, on m'a dit que du bien d'eux et je sais que c'est bien et tout. Et il y a des super chouettes labels, mais vu que j'ai pas encore les clés et que je comprends pas encore tout, et c'est vraiment ça que je dis dans OK Bernard, en fait, c'est j'ai pas encore les clés pour bien comprendre les enjeux de ce métier, et je sens que tant que je maîtrise pas parfaitement chaque notion, il y a une faille où on peut essayer de m'avoir, et ça c'est vraiment une peur qui est toujours présente, et même trop maintenant, genre vous parlez à nouveau des guet-apens, ben maintenant j'ai toujours l'impression que si quelqu'un me contacte, j'envoie à Véraline et je dis ouais, j'ai cette impression là dans le mail et tout, est-ce que tu es d'accord avec moi? Puis Véra me dit je comprends ce que tu veux dire, mais c'est une chouette opportunité que tu as devant tes yeux, on va la saisir, et ouais, avoir un regard extérieur maintenant c'est hyper nécessaire parce que sinon j'ai un peu une peur vraiment qui s'est construite qui est obsédante, quoi. Et on va justement imager toutes ces craintes avec un extrait de OK Bernard. Je ne suis pas celle qui un jour fera peut-être l'Olympia, la Cigale et la baie, que tu croiseras un prix dans les bras le lendemain des victoires. Je sais que je m'y crois, je sais que je m'y vois, je n'ose pas me l'avouer. Je ne suis pas celle qui un jour fera un feat avec Dua. Ok. Je ne suis pas celle qu'on... C'est marrant parce que le podcast n'est pas filmé, mais moi je l'ai vu pendant l'extrait, tu pianotais. Ouais. C'est un réflexe? Ouais, vraiment. Et même parfois je pianote des trucs, je sais même pas ce que c'est en fait, c'est juste comme... Je sais pas, c'est manuel comme ça, je pianote et je me rends compte, je marche dans la rue et je bouge mes doigts, je me dis s'il y a quelqu'un derrière moi, il doit se dire c'est quoi cette folle. Mais ouais, c'est un réflexe. C'est vraiment le prolongement de tes mains. Ouais. Dans ce titre, tu évoques plusieurs Bernard, dont Bernard Lavillier, auteur, compositeur, interprète français, mais aussi Bernard Tapie, ex-ministre français décédé malheureusement en 2021. Pourquoi avoir choisi le prénom Bernard pour ce titre ? En fait, il y a le contexte aussi dans lequel j'ai écrit le morceau qui était, c'était le lendemain de quand j'ai écrit Chaleur, donc à Durbu Musique. Et donc moi, cette semaine-là, j'étais que songwriter, comme on l'a dit. Donc j'avais pas de session où on me dit qu'est-ce que tu as envie de faire. Et c'était prévu, genre c'est pas en mode mal. Et juste à un moment donné, il y a Domine qui tient Durbu Musique, qui est un producteur. L'artiste avec laquelle il travaillait avait pris une pause. Et moi, je vais trouver Domine et je dis Domine, je m'ennuie, j'ai fini ce que je devais faire. T'as pas un groupe où je peux aller l'aider, enfin je sais pas, je lui demande un peu de me réorienter. Et là il dit en fait Laura, j'ai travaillé sur une track hier, si tu l'aimes bien, on peut peut-être faire un truc. Il me fait écouter du coup, donc c'est la première chanson que j'ai pas composée moi-même, il me fait écouter sa track et il me dit est-ce que tu veux essayer de mettre des top lines? On fait des top lines, etc. Ça se passe en 15 minutes ça. À la fin, je sors de la pièce, j'ai un audio avec moi, avec la mélo. Et il faut mettre un texte dessus. Et donc là, je me mets dans une petite pièce et je savais que j'avais 1 heure de temps avant qu'il y ait eu le moment du repas. Et je me dis, j'ai vraiment envie que ce soir, il y ait un peu un truc qu'on puisse écouter, et de me dire, je vais partager avec les autres. Et regardez, moi aussi, j'ai un petit projet musical et tout. Et je me rends compte qu'en fait, là, je ne sais pas écrire. Parce que j'ai jamais fait ça, d'écrire sans intention première, de juste écrire pour écrire. Et toute la semaine, j'ai fait des textes pour d'autres gens, où là, je me posais pas de questions. Et là, j'avais vraiment la peur de mal faire. Et je me suis dit, ok, on va débloquer ça. On va écrire un truc léger, d'abord. C'était ma première condition. Et je me suis dit, tiens, cette semaine, j'ai vraiment appris à faire des références. Ce que je faisais jamais dans mes morceaux avant. Je disais jamais comme telle personne, comme telle musique. Genre, j'étais pas très nourrie, en fait, de références. Ce qu'on fait vraiment beaucoup dans le rap, par exemple. Et donc, je me dis, tiens, qu'est-ce qui serait une référence inattendue? Et je sais pas, j'ouvre mon téléphone, j'avais Bernard Lavillier que j'avais écouté il y a pas longtemps. Je me dis, ça, c'est une rêve quand même un peu inattendue. Et je l'adore, j'écoutais vraiment en boucle ses chansons, je connaissais pas encore tant le personnage. Donc j'étais sur Wikipédia. Je me dis, ok, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à Bernard Lavillier? Je vois juste que ses parents sont musiciens. Et je me dis, en fait, je viens pas du monde de la musique, pas comme Bernard Lavillier. Juste, ses parents sont musiciens et c'est tout. J'avais pas été chercher plus loin. Et c'est drôle parce que je dis que je suis pas comme lui, alors qu'en fait, un peu dans les valeurs politiques, dans ses textes et tout, je connais pas assez bien sa vie personnelle parce que je sais qu'il est un peu controversé sur certaines choses, mais au niveau politique. Mais du coup, dans ses textes, par contre, il a vraiment des chansons que je trouve incroyablement bien écrites. Donc c'est drôle parce que dans le morceau, je dis que je suis pas comme lui et je dis que je suis comme Bernard Tapie pour le côté des apparences et du jeu, vraiment de se fondre dans le moule d'un milieu. Alors qu'en réalité, je serais plutôt comme Bernard Lavillier et pas du tout comme Bernard Tapie par rapport à mes valeurs et mes convictions. L'opposé en soi. Exact. Et donc ça revient sur le truc décalé de mes chansons. Je sais que si on les écoute à première vue,
on peut vite se dire soit pour qui elle se prend celle-là, ou waouh, elle est un peu naïve quand même. Et c'est un retour que j'ai parfois d'auditeurs de mes morceaux en mode c'est trop léger. Alors que, et ça c'est ce que j'aime de plus en plus en écoutant d'autres gens, écrire une chanson, c'est figer des mots à un moment. Et après, tu les changes plus parce que la chanson elle est partagée, etc. En live, tu peux changer autant que tu veux. Donc pendant longtemps, moi, je jouais des chansons. Le concert d'après, j'avais encore changé quelques mots dedans. Et là, je me suis dit, ok, j'ai pas le choix. Genre, il faut figer des mots, lesquels je vais figer. Et je savais qu'en disant, je suis pas celle qui fera l'Olympia et tout, je me disais, on va se dire, la petite chanteuse pop qui se plaint, là. Et souvent, les gens me disent, mais si, un jour tu feras l'Olympia. Et puis je suis en mode, mais c'est pas ça le sujet. Genre, oui, je me dis, c'est possible qu'un jour je fasse l'Olympia. J'ai fait le réflecteur, pourquoi pas? Genre, tout est possible, je me ferme vraiment pas de porte. Je dis pas que je le ferai, mais juste. C'est petit à petit en oui, soi. Si je veux évoluer, il faut que j'y croie, évidemment. Et ça, c'est à partir du moment où je me suis dit, c'est légitime d'y croire parce que si tu te projettes pas, effectivement, c'est dur de mettre les choses en place. Justement, pourquoi Bernard en soi? Mais c'est tellement drôle comme prénom. Je me disais, enfin, tu vois, tu vas faire une ref en général, tu cherches quand même quelqu'un de cool à placer. Tu cherches un truc, on va se dire, elle écoute telle personne, elle est vraiment, on aime bien sa culture musicale. Bernard Lavilliers, il y en a plein, ils m'ont dit, mais c'est qui lui? Et Bernard Tapie, juste, je vois les gens rigoler à chaque fois, je me dis, c'est vrai, c'est drôle. Enfin, ma tête à côté de Bernard Tapie, et on se dit, c'est deux mondes différents. Et pourquoi à cet endroit-là? Et c'était juste le côté aussi de. J'étais dans un cadre où un camp d'écriture, il y a quand même plein d'enjeux. Il y a plein d'ego. J'ai rencontré des gens géniaux cette semaine-là, mais moi, c'était la première fois que j'étais confrontée à vraiment des professionnels de la musique. Et je me disais, waouh, si je pouvais me souhaiter une chose que j'espère que je garderai toujours, c'est le fait de pas non plus toujours trop me prendre au sérieux. Enfin, en tout cas, de rester authentique, du coup, dans ce que je fais. Je me doute que je vais changer au fur et à mesure, mais je me souhaite toujours de me laisser cette ouverture de création où là, par exemple, je me suis dit, j'ai envie de mettre Bernard dedans. Et l'air de rien, après ça, du coup, après la première écoute à ce camp-là, tout le monde disait ok Bernard, ou quelqu'un disait ok, les autres répondaient Bernard, et je me disais, en fait, c'est drôle et ça reste en tête, et donc pourquoi pas. Dans ton titre Ok Bernard, tu évoques aussi à plusieurs reprises je ne suis pas celle qui un jour fera un feat avec Dua, sous-entendu Dua Lipa. Exactement. On le sait, la star britannique n'est pas à sa première collaboration avec un artiste belge. En 2020, elle sortira Fever avec Angèle, et plus récemment, en novembre dernier, elle sortira un remix de son titre These Walls avec une étoile montante de la scène pop belge, Pierre Demar. Qu'as-tu d'ailleurs pensé de cette collaboration inattendue avec Pierre ? J'ai adoré le morceau. La première écoute, je ne l'ai pas tant calculé. Puis je l'ai réécouté une deuxième, une troisième fois, et je me suis dit, waouh, le placement de Pierre Demar dessus est incroyable, son choix des mots. Enfin, je trouve qu'il est vraiment très très fort en top line, mélo, et il dit, pareil, parfois je trouve qu'il dit des mots simples, mais juste comment il va les prononcer, ça change tout. Ouais. Exactement. Et c'était très drôle que le morceau sorte après que j'ai sorti Ok Bernard, parce que bon, personne ne connaît Ok Bernard à l'échelle de on connaît cette reprise-là, quoi. Mais juste dans ma tête, je me suis dit, c'est drôle, je dis je ferai pas un feat avec Dua, puis elle fait encore un feat avec un Belge, quoi. Comme par hasard. Comme par hasard. Et ouais, je trouvais ça vraiment fun, quoi, parce que le feat avec Dua, c'est juste une petite blague à ce camp où j'étais, c'était French Pop, et il y avait beaucoup de chanteuses qui sont devenues des super potes, mais qui toutes, quand elles disaient leur attente, je dis toutes, c'est pas vrai, mais beaucoup dans le milieu de la musique, si on dit tu veux faire un feat avec qui, on dit Dua Lipa. Je comprenais pas très bien parce que j'ai tellement cette vision concrète des choses et proche de moi que moi je me disais, mais si je veux faire un feat, je veux faire un feat avec quelqu'un que je connais et qui est accessible aussi. Genre, évidemment, Dua Lipa, je me dis pas je vais faire un feat avec elle, je l'ai jamais vue. C'est un monde, quoi, entre nous. Et donc, après, les gens me disaient pareil, mais oui, tu vas faire un feat avec Dua. Puis je disais, mais c'est pas mon rêve. Enfin, genre, c'est génial. Et ceux qui le font, ils font ça trop bien et ça donne trop bien. Mais juste, comment je me serais projetée aussi loin alors que je suis nulle part actuellement, tu vois. Et pour ceux qui ne sont pas à la page, on va s'écouter un petit extrait de These Walls. Ouais. Belle collab, hein. J'adore. Si un jour elle te propose de faire une collab avec toi, ta réponse serait oui? Ouais, parce que je pense vraiment, j'ai ce truc de... si c'est une personne avec qui je suis ok, évidemment, je pense au niveau des valeurs et tout, hein, je me verrais pas collaborer avec quelqu'un qui viendrait mettre en contradiction tout ce que j'écris dans mes chansons depuis le début. Mais vraiment, je pense que je serais très bête de refuser. C'est un peu ça que j'ai appris avec Inoy, c'est de me dire...
Même si à un moment donné, j'aurais pu me dire, tiens, est-ce que j'ai envie d'aller vers là? Est-ce que j'ai envie d'être représentée par une collaboration avec un DJ? Ou l'air de rien, en fait, ma personnalité artistique dans cette chanson-là, au début, dans la com, n'était pas tant mis en avant. Et c'est parce que c'était pas le but. Mais après coup, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment là le choix de réfléchir maintenant à mettre des limites dans ce genre de situation? Donc j'ai un peu ce truc en tête de s'il y a conflit d'intérêts, si on ne dévend pas les mêmes choses, non, je pense que je ne vais pas collaborer avec la personne. Mais par contre, s'il y a une belle opportunité qui se présente et que ça peut être intéressant... Alors, selon certaines rumeurs, tu prépares ton premier EP pour juin. Ouais, et du coup, ça, c'est devenu une rumeur, finalement. Parce que je me suis rendu compte que juin, c'était pas possible. Ah, mais l'EP, on reste quand même sur l'EP. Et en fait, finalement, tu vois, c'est un peu rare. Je sais que je fonctionne assez à l'envers de ce qu'on fait normalement. Quand j'étais en Espagne, je me sentais paumée. Je savais pas quoi faire de ma vie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit des documents. Voilà, comme ça me permet de structurer. Donc, j'ai écrit des documents où j'ai mis toutes mes chansons que j'avais écrites jusqu'à 2023, du coup. Et je me suis dit, ok, ces chansons-là, ça fait un album 1. Puis après, je me suis dit, ces chansons-là, ça fait un album 2. Et celles qui sont en construction, elles seront dans l'album 3. Et c'était vraiment très ambitieux de faire ça parce que, évidemment, j'avais aucune notion de ce que ça représente de faire un album. Mais maintenant que j'ai commencé à aller en studio et qu'on commence à travailler ces chansons-là, au début, je me disais, il faut faire un EP. Donc, j'étais en train de les scinder en me disant, ok, celles-là, elles iront à 5 ensemble, puis celle-là, puis le tout ensemble, ça amènera à telle chose. Puis je me suis dit, mais pourquoi diviser en faisant des EP? Parce que je sais que tout le monde m'a dit, quand tu es jeune artiste émergente, on commence par un EP, personne ne va écouter ton album. Alors qu'en fait, pour moi, elles forment un tout. Et c'est celles principalement qu'on a présentées au Reflector. Il y en a vraiment 17. Et je trouve qu'elles vont ensemble. C'est une partie de ma vie. Elles racontent une histoire. Et c'est justement un peu avant les chansons d'amour, tu vois. Et du coup, je me suis dit, on va plutôt fonctionner dans l'autre sens. On les enregistre. Après, on essaie de voir en quoi elles sont cohérentes. On en fait des nouvelles. En plus, en parallèle, genre toutes les 3 sessions, on se dit qu'on teste une nouvelle chanson, on compose vraiment à 2. Comme ça un peu débloque des schémas de composition et même de communication qu'on a entre nous. Et à ce moment-là, donc du coup, là, je me laisse vraiment un bon délai de au moins 1 an pour analyser tout ce qu'on a, créer du visuel aussi, parce que je travaille avec des gens qui adorent faire des beaux visuels et il y a moyen de faire des chouettes choses. Et du coup, j'ai plus vraiment de date en tête. Je me suis dit jusque mon anniversaire de l'année prochaine, on prépare et ensuite, on voit comment on développe. Et là, ça fait que 4 mois que je suis en studio, donc je me doute qu'au fur et à mesure, on va avoir des données plus précises. Et peut-être qu'on ne sortira pas un album d'un coup, parce que je prends les conseils évidemment qu'on me donne, je sais que c'est un peu débile. Mais voilà, peut-être qu'on aura plus réfléchi de sortir 2 mini-EP avec 2-3 morceaux qui sont des introductions, qui font écho à telle partie de l'histoire, et puis après, trouver la suite avec des petits singles entre, j'en sais rien. Il y a des choses qui se dessinent petit à petit, mais sans grande date notée, quoi. Pour l'instant, tu es encore en studio. Ouais. Et on va suivre ça de très près. Ouais. Et qu'est-ce qu'on pourra retrouver à l'intérieur? Des surprises musicales, des featuring? Alors, au niveau feat, du coup, pour le moment, j'y pense pas trop. Je me dis que j'ai quand même la chance d'avoir un grand matériel de composition déjà écrite. Donc, j'ai envie de les exploiter parce qu'elles sont là et je les ai tellement fait en concert que, l'air de rien, mes proches me demandent pour les entendre et j'ai envie de pouvoir leur faire écouter. Et ce qu'on peut retrouver comme chose, c'est que grâce au studio d'Antoine, donc à TKT avec qui je travaille, j'ai découvert plein de synthétiseurs que je ne connaissais pas du tout, où du coup il y a des basses incroyables, il y a des boucles incroyables, il y a aussi le vocodeur, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, un petit clavier avec un micro qui rend ta voix avec plein d'harmonies. Je vois que vous savez ce que c'est, mais bon, comme ça si quelqu'un ne sait pas. Oui, merci beaucoup pour la précision. Et ça, en fait, c'est devenu ma passion. Genre vraiment, si je pouvais faire un album que au vocodeur, je le ferais. Mais j'ai conscience que ça va être un peu usant à la longue. Donc, on essaye de choisir judicieusement là où il faut en placer. Par parcimonie. Voilà, exactement, par parcimonie. Parce que toute chose est bien, mais si on y va dans l'excès, ça use la magie. Et donc ça, c'est les principales choses que je connaissais pas avant, du coup, quand je faisais du piano-voix, que de pouvoir mettre... je suis devenue une grande fan de drum and bass. Et donc, moi, j'adore trop quand on arrive au bout d'un moment dans une prod. Et puis là, je dis, Antoine, on peut tester un peu une remix de drum and bass? Il met, et là, on est là, ça marche. Et c'est trop, trop cool parce que ça fait des choses un peu inattendues d'univers qui se mixent, qu'on n'aurait peut-être pas osé s'il avait fallu rester dans des cases. Et que là, on se dit...
Notre but, c'est de ne pas penser aux radios, c'est de ne pas penser à qui va écouter comment, c'est d'abord de tout faire. Et puis après, on fera des sessions d'écoute avec peut-être d'autres professionnels de musique que j'ai rencontrés, dont j'adore l'opinion, de dire, OK, est-ce que tu penses que là, on a exagéré ? Est-ce qu'on doit revenir un peu en arrière ? Ou est-ce qu'on pousse le truc encore plus loin ? Et voilà. Donc ça va vraiment être palier par palier. Exactement. On peut s'attendre quand même à une release par la sûr. suite au Réflector, ou alors autre part, peut-être Bruxelles, parce que tu avais aussi cité le fait que Bruxelles soit quand même une belle ville pour pouvoir aussi promouvoir ton talent et ta musique. On pense aussi au Botanique, avec les nuits du Botanique. Ouais, ça donne envie. Hein. Si tu connais des contacts, n'hésite pas à leur dire. Ce sera en off, mais oui, effectivement. Mais écoute, franchement, ouais, là, mon but, c'est pas. Je pense pas du coup encore trop release parce que ça me paraît encore un peu loin. Mais par contre, de jouer dans d'autres salles, le concert qu'on a fait au Réflector, ça, on en a trop envie, on est prêt, on n'attend que ça. Et au niveau de date, j'ai un peu une superstition super bizarre et j'ai appris qu'elle pouvait être dangereuse. Je vais te dire pourquoi. Je suis née un 27 juin et du coup, j'adore le chiffre 27 depuis toute petite. Et donc moi, ça fait vraiment 2-3 ans que je me dis mon goal dans la vie, c'est de sortir mon album le 27 juin de mes 27 ans. Et je suis une 99, donc malheureusement, ce ne sera pas l'année 2027. Mais sinon, ça aurait été vraiment mon goal ultime, quoi. Et les chansons que je sors, il y a toujours une raison avec la date à laquelle je la sors. Et par exemple, OK Bernard, on avait dû décaler parce que je n'étais pas encore assez réaliste par rapport au temps de délai qu'il faut pour sortir une chanson. Mais de base, j'avais vraiment choisi une date en me disant « Ah ouais, juste, personne ne le saura, mais moi, il y a un petit clin d'œil, il y a un truc, quoi. » Et puis après, on m'a parlé du Club des 27. Donc évidemment, ça a fait un peu flipper mes proches quand je leur ai dit que je voulais tout sortir le 27 juin de mes 27 ans. Mais en même temps, voilà, ça peut être aussi un clin d'œil à ça, de dire cette année-là, je prends vie. Je sais pas comment dire, mais moi j'ai beaucoup de chansons qui parlent. Une renaissance comme ça. Oui, c'est ça, exactement. Beaucoup de chansons qui parlent de sujets bien deep, où il y a eu un peu toute une traversée de plein de choses dans ma vie. Et de me dire, je les sors à un moment où c'est clivant, c'est un peu comme un renouveau qui permet d'expérimenter d'autres choses après. C'est déjà la fin de cet épisode avec toi, Pépé. Lors du dernier podcast avec Mila, je lui avais posé la question: quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui rêve de se lancer dans la musique ? Aujourd'hui, je te la pose à ton tour. Imagine-toi dans les backstage, juste avant ton tout premier passage sur scène. Quels mots, quels conseils aurais-tu aimé entendre à ce moment-là ? Je pense que j'aurais aimé entendre que je suis légitime et que si je crois en quelque chose, j'y ai le droit et que je peux me faire confiance aussi. Mais je me serais aussi conseillé de bien m'entourer, vraiment bien m'entourer et de choisir judicieusement les personnes avec lesquelles je vais travailler parce que c'est des personnes qui vont me suivre sur du long terme et qui, dans un projet musical, vont me voir sous différentes facettes et doivent être capables d'assumer pas mal de choses avec moi. Donc ça aurait été vraiment ça le conseil principal que j'aurais donné. Merci beaucoup, Pépé, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi et d'en apprendre plus sur ton parcours. Ouais, merci à vous, c'était un super moment. Pour découvrir son monde et suivre ses prochaines créations, direction ses réseaux sociaux, vous pouvez la retrouver sur Instagram et TikTok sous le pseudo LR-Pépé. C'est bien ça ? C'est magnifique. D'ailleurs, peut-on espérer te revoir bientôt sur scène ? On sait que c'est bientôt la saison des festivals. La prochaine scène dont j'ai trop hâte, c'est avant les festivals. C'est soit en mai, soit en juin, on n'a pas la date exacte, mais c'est au Cultura et c'est ma salle préférée à Liège. Donc c'est vraiment là que j'ai appris à faire la fête, on va dire. Et je me suis imaginé tellement de fois chanter là-bas que quand on me l'a proposé et quand j'en ai parlé à mon band, on était juste trop heureux et heureuse. Donc la date arrive prochainement. Ouais, elle n'est pas encore confirmée parce que c'est un concert en duo avec un autre groupe qui s'appelle Dicilou, qui est incroyable aussi. Et donc on va voir quelle date se met le mieux pour combiner les deux, quoi. Donc suivez-la. Et pour encore plus de surprises, restez connectés. Très bientôt, retrouvez le Pop-Up Express de Pépé, une capsule où elle devra répondre à des dilemmes parfois bien corsés. Et pour ne rien manquer, suivez-nous sur Instagram, Facebook, TikTok et Blue Sky. On se retrouve le jeudi 8 mai pour un nouvel épisode de Pop-Up. D'ici là, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. À très vite et souvenez-vous, la scène pop belge regorge de talent.